le premier point, hein, explication de la crise. Oui, parce que vous compreniez que si j'avais écrit Refonder l'entreprise en 2004, mais vous n'auriez même pas lu. En 2005, vous auriez commencé à vous y intéresser. Lorsqu'on publie en 2007 dans une revue qui s'appelle Droit et Société, la société contre l'entreprise, on nous dit oui, c'est bien, ça explique Enron, WorldCom, Parmalat, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les fameux corporate scandals. Et on nous dit mais quand même, c'est pas une crise de système. En juin 2008, là, on commence à nous dire c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, pourquoi les grandes explications, bien sûr, elles comptent, mondialisation, dérégulation financière, ne sont pas suffisantes pour expliquer pourquoi la macroéconomie traditionnelle ne peut pas expliquer la crise longue, de longue durée qui a touché le monde développé, y compris les États-Unis, y compris l'Angleterre, enfin, je veux dire, en dehors des BRICS qui ont une histoire totalement différente. Je ne vais pas vous faire une histoire ici de l'entreprise brésilienne, des structures familiales ou des confréries marocaines qui ont influencé la création de groupes. Je vous parle évidemment d'une entreprise telle qu'elle s'est développée dans la partie occidentale de ce qui nous intéresse. Alors pourquoi on n'est plus en 29 ? Évidemment, le tissu industriel est totalement différent. Je vais juste vous montrer, je reviendrai après ce slide pour que vous compreniez. Voici quelques données. Quelques données qui peuvent vous aider. 29, c'est là. Alors en 29, vous voyez que la masse des paysans est énorme, la masse des ouvriers est énorme, il y a, la notion de cadre et d'employé n'existe pas. Hein, et en fait, en 29, on commence à peine à voir la Dupont de Nemours à 80 000 employés, si vous voulez, tout au long des États-Unis, en 18. C'est-à-dire, en gros, on n'est pas encore complètement dans qu'on pourrait appeler une économie d'entreprise. Je conteste totalement l'idée que le capitalisme contemporain soit une économie de marché. Pour moi, scientifiquement, ce n'est pas du tout intéressant, parce que, alors, essayer d'expliquer avec un concept aussi vague la même chose que, encore une fois, la traite des Noirs pendant le triangle équilatéral. Aujourd'hui, ce qui caractérise notre économie, c'est l'inverse. C'est une économie d'entreprise. C'est-à-dire, c'est une économie qui était faite de gros grumeaux agglomérés. Et comme diraient les physiciens, si j'ai changé la structure du matériau, je ne peux quand même pas conserver la loi générale de son comportement. Hein, si vous avez des joints de gras et une cristallo qui est différente, n'espérez pas retrouver les mêmes lois de dilatation que dans le... C'est le rôle au fond du chercheur en gestion, c'est de dire attention, les grandes théories macroéconomiques ne tiennent pas compte de la mutation des éléments de base du micro-phénomène. Alors, vous voyez que parler des phénomènes qui sont là, voilà, ça c'est 96, c'est-à-dire c'est 20 ans en gros avant la crise, et vous avez déjà une économie dans laquelle il y a plus de cadres que d'ouvriers. Hein, donc, juste pour vous donner la deuxième chose qui caractérise les économies dans lesquelles on est, je prends juste la France, c'est ce que Gomez a appelé l'effet Gulliver. L'effet Gulliver, c'est 6% ici des entreprises représentent 90% des efforts de R&D. Donc encore une fois, je vais parler de celle-là. Et est-ce que j'ai raison de parler de celle-là ? On nous oppose toujours, oui mais les PME, vous n'en parlez pas. Ben voilà la raison pour laquelle on en parle. C'est parce que mon matériau, il est fait d'énormes grumeaux, et les derniers travaux qui sont intéressants, c'est ce qui est vrai au plan français, est vrai au plan mondial. Voici les travaux de Network of Global Corporate Control, et vous voyez si vous lisez ici, this score can be seen, this score of networks of companies can be seen as an economic super entity. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la représentation de l'économie comme dispositif sans management est évidemment pas intéressante du tout, ce qui fait que le point fondamental, c'est que le management des entreprises, en tout cas, devient une cause majeure du mécanisme explicatif de la crise. Autrement dit, le comportement des directions d'entreprise doit être mis comme facteur explicatif, ce n'est pas le seul, mais il doit être mis désormais comme facteur explicatif au moins aussi important que, si vous voulez, la dérégulation financière ou la mondialisation. On ne peut pas faire semblant qu'on a affaire à un tissu d'offreurs et de demandeurs. Alors ce point est fondamental, pourquoi ? Parce que dans les théories classiques de la régulation, le management n'apparaît pas. C'est un des points
fondamentaux. Par exemple, si vous connaissez un petit peu les théories de l'école de la régulation française, les points de régulation, c'est tout simplement la distribution des profits et l'équilibre salarial, la négociation salariale, mais le management en tant que tel n'est pas un corpus identifié comme explicatif. Ce qui fait que, probablement, on était mal en point pour analyser les conséquences à l'avance d'une transformation très très lourde du management. Et c'est cette régulation oubliée qui va se rappeler à notre bon souvenir lorsqu'elle va être, on va dire, déformée. Alors qu'est-ce que c'est que cette grande déformation? Je vais vous en donner les principales, vous les connaissez, parce que ça fait partie de la presse aujourd'hui. Alors le premier, évidemment, ça n'a l'air de rien, mais c'est majeur. C'est non pas l'utilisation d'un critère de gestion, c'est la redéfinition de l'essence du phénomène par l'achat de valeur. Je me souviens très bien de certains de mes collègues me disant: est-ce que vous enseignez la création de valeur à l'école des mines? J'avais répondu: j'ai l'impression qu'on fait que ça. Et on m'a répondu: ah bon? Vous enseignez les beta, vous enseignez le return on equity dans vos cours d'économie? Non, on était en train de me dire que ce qui est la création de valeur, c'est la création de la valeur pour l'actionnaire telle qu'elle se constitue. Le deuxième élément très important que vous pouvez dater, parce que il faut dater tous ces éléments. Vous verrez arriver à 95-2000 la notion de re-engineering, la notion de core competency, la notion de pure player. En fait, vous voyez une redéfinition de la stratégie. Autant dans la période qui va de 1955 à 1960, la stratégie est une espèce d'activité inventive, combinant des diversifications, le mot de synergie par exemple, c'est les années 70. Autant la stratégie est décrite comme vraiment une activité créatrice inventive, autant brutalement la stratégie diminue, se simplifie, et elle devient en gros l'optimisation de parties d'agglomérats dont la valeur va être constituée sur le marché. On ne peut pas le dire mieux que Jean-Louis Beffard, qui est venu nous dire récemment que lorsque AXA est rentré dans son capital, il a vu arriver des gens qui lui ont dit qu'il faisait perdre de la valeur à l'entreprise en étant trop diversifié, ce qui a fait qu'il s'est débarrassé, il a dû se débarrasser d'un certain nombre de filières qui, hélas, sont révélées être assez intéressantes après. Mais ce qui est important pour le chercheur, ce n'est pas l'efficacité, c'est le changement de représentation. L'acte stratégique, qui était un acte créateur, devient un acte d'optimisation sur la valeur financière des parties de l'entreprise. Ce n'est pas étonnant que vous voyez apparaître une théorie contractuelle de la finance, dans laquelle on va commencer à penser la firme comme un ensemble de business units. En fait, vous pouvez voir le déroulement de tout un appareil gestionnaire. Donc, je vous demande de ne pas penser a priori s'il est efficace ou pas efficace, parce que ça, on va voir ce que va nous dire l'histoire, mais de vous demander si vraiment il y a eu un changement de représentation ou pas.